Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil matinal, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 3 août 2024 qui est consacré au décryptage des actualités de cette semaine qui s'achève bien évidemment ce jour, sans nul doute. On parlera de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin, on en parlera en plateau, on parlera également de cette loi qui a été votée au niveau du Parlement qui change la date de la fête du Vaudou. On a 4 jours désormais. On en parlera au cours du décryptage de ce matin. On parlera également de la sortie médiatique qu'a eu l'ancien directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Sessi Houndéon. On en parlera. On parlera également, sans nul doute, de cette communication que l'on a observée au cours de cette semaine, notamment une communication qui invite les partis politiques à organiser des primaires en leur sein pour les élections générales de 2026. Pour des échanges pertinents, j'ai avec moi en plateau Arimi Choubadé qui est analyste chroniqueur politique. Il sera avec Paul-Marie Wissou qui est théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique également. Et le troisième invité est Distel Amoussou, consultant média communication, analyste chroniqueur politique, président directeur général de l'agence de documentation, de liaison et des services spéciaux ADLSS. Juste après ce jingle, on retrouve mes invités. Le décryptage du jour, Arimi Choubadé, bonjour. Oui, bonjour Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour à vous, Paul-Marie Wissou. Bonjour Kader. Merci également d'être là. Bonjour à vous, Distel Amoussou. Bonjour amis téléspectateurs, bonjour amis du panel. Merci d'être là. Alors, Arimi Choubadé, je m'oriente vers vous, l'entrée de jeu. Vous avez suivi le défilé militaire comme tout citoyen hier. Qu'est-ce que vous avez noté d'anodin? Défilé comme d'habitude, c'est un défilé. Je ne peux pas être très précis sur l'événement parce que je ne l'ai pas vraiment suivi. Mais néanmoins, j'ai suivi quelques commentaires et quelques extraits. Bon, c'était beau? Oui, mais il y avait ce qu'il fallait faire. Il y avait nos impôts dedans. Donc forcément, ça doit être beau. Comme tous les défilés. Je ne sais pas si vous avez souvenance d'un défilé du 1er août qui n'était pas beau. C'était un défilé du 1er août, comme tout défilé du 1er août. Donc il n'y a eu rien de particulier. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose de particulier parce que je n'ai pas suivi de bout en bout. Vous n'avez pas Pour suivi. les échos que j'en ai eu, c'était un défilé classique. Je ne sais pas que. Je ne peux pas dire n'importe quoi, c'est un défilé pour moi qui est rentré dans l'histoire. C'était de l'ordinaire également pour vous, Paul-Marie Wissou? Classique? Oui, de l'ordinaire, parce que moi aussi, je n'ai pas suivi. J'ai suivi la fin, je vais dire, presque complètement la fin. Et au niveau de la fin, dans ce que vous avez suivi, qu'est-ce que vous avez remarqué? Bon, certains qui se disaient fiers d'être béninois. Je ne sais pas si c'est au défilé qu'il faut être fier, parce que ça, c'est émotionnel. Fier d'être béninois, on lève. Mais est-ce que vous ne comprenez pas leur émotion? Pardon? Est-ce que vous ne comprenez pas leur émotion après avoir vu cette démonstration? Moi, je n'ai pas été sur place. Distel a été sur place. Distel nous dira tout à l'heure. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu à la télé? Bien sûr. Donc, Distel nous dira tout à l'heure si sur place, il y a une certaine émotion extraordinaire qui se produit un jour de défilé. Moi, je ne sais pas s'il faut attendre le 1er août pour être fier d'être béninois. Moi, je le suis tout le temps. C'est pour cela que d'ailleurs je prends la parole pour parler du Bénin, pour parler, pour dire quand ça ne va pas que ça ne va pas, et pour dire quand ça va aussi que ça va. Mais je crois avoir aussi vu à la fin là, le chef de l'État descendre de sa voiture, je crois, 3 ou 4 fois sur le tronçon. Je ne sais pas pour saluer ses concitoyens. Les concitoyens, bon, et puis bon. C'est un bel exercice. Je ne sais pas si c'est. Il n'a pas l'habitude de faire ça quand même. Donc peut-être qu'on va vers la fin, donc il se sent plus relax pour interagir avec ses concitoyens. Bon, voilà. Distel Amoussou, vous y étiez sur l'esplanade de l'Amazone. Oui, le protocole d'État m'a fait l'honneur de m'inviter donc à ce défilé marquant le 64e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Oui, défilé classique, mais avec 3 points, n'est-ce pas? Lesquels, allez-y rapidement. Sur lesquels on pourrait
donner un coup de projecteur. Il y a premièrement la parade de l'armée sœur de la République fédérale du Nigeria. Belle parade, et qui nous a pris quand même une trentaine de minutes. C'était assez long, voire au-delà. C'était trop. Divers tableaux, et puis c'était beau. Les 30 minutes c'était trop, dit Salamsou, vous n'avez pas répondu. Non, j'ai pas de critique par rapport à ça. Ok, d'accord. Je suis dans le factuel, je Ok, dis ce d'accord. qui est. Oui, allez-y. Alors, deuxième point sur lequel moi je voudrais quand même qu'on fasse un peu de lumière, un coup de projecteur aussi, c'est le passage du personnel militaire en fin de mission sur les théâtres terroristes dans notre pays, dans le cadre de l'opération Mirador. Et là, j'ai remarqué que dans un élan spontané, n'est-ce pas, lorsque le speaker a annoncé le passage de ces jeunes qui ont offert leur poitrine, leur vie pour défendre l'État, le Bénin, le territoire de notre pays, en lieu et notre place, spontanément, j'ai vu le public, les invités se lever. Et je lis à travers cette action une reconnaissance, n'est-ce pas, à nos forces de sécurité et de défense, pour dire que le peuple est de cœur avec eux, le peuple partage, n'est-ce pas, le risque, n'est-ce pas, qui court en nous défendant sur ce théâtre-là ou ces divers théâtres-là avec eux, parce que tous ne sont pas revenus, hélas, et c'est le lieu, peut-être le moment de m'incliner personnellement devant la mémoire de ces jeunes militaires qui ont, n'est-ce pas, laissé leur vie sur le champ de bataille, les armes à la main. Certainement que la République, l'État, le gouvernement trouveront les moyens, n'est-ce pas, de les immortaliser à jamais. Et surtout, qu'on pensera à leur famille. À leur famille. Et derrière. Troisième point, oui, pour point sur lequel il faudrait que je fasse des observations. J'ai observé que les défilés du 1er août sont devenus de plus en plus le défilé ou les défilés des invités. Des invités. C'est-à-dire, il faut être détenteur d'une carte d'invitation avant d'aller suivre ce défilé-là. Et j'ai observé que les populations étaient vraiment mises à l'écart du théâtre, de ce défilé-là. Ça me pose un petit problème. Le problème de la participation ambiante, joyeuse, du public, du grand public, dans sa diversité, dans sa pluralité, à cette fête commune, qui est une fête nationale. Déjà qu'on n'autorise plus les civils à défiler, et les gens, j'ai vu des gens venus de Calavi, de Akokbato, à pied, maintenant bloqués devant le tribunal de Cotonou, bloqués très loin, et c'est peut-être en reconnaissance que le chef de l'État a dû, n'est-ce pas, descendre plusieurs fois pour partager, n'est-ce pas, la joie avec eux. Il faudra trouver certainement la formule pour les fois à venir, pour que oui, le spectacle militaire puisse être partagé par la population. Parce qu'en fait, l'armée est aussi communautaire. L'armée est aussi communautaire. Alors, Arémi Choubadé, je me retourne vers vous. Est-ce que vous étiez de ceux qui attendaient un discours du chef de l'État la veille de cette célébration? C'était une tradition. Mais depuis 2000, je crois qu'on a eu droit à un discours, mais pas la veille, en 2022, pour inaugurer la statue de l'Amazone. Mais les discours de veille, depuis 2022, on n'en attend plus parce que généralement, comme vous le dites, il y a beaucoup d'annonces dans ce discours-là. Mais puisque la rue ne veut plus faire d'annonces, on supprime le discours. Vous faites allusion à quel type d'annonce? Oui, en 2022, on avait inauguré, la veille, on avait déjà inauguré la statue. Et il y avait un dégel, les deux anciens présidents de la République étaient présents. Donc, c'est dit, cette fois-ci, ça y est, on va annoncer la libération des prisonniers politiques. On a attendu ce discours-là de la veille, ce n'est pas arrivé.
Et bon, depuis lors, il n'y en a plus. Il y en a plus. Et même les entretiens que j'étais avec les médias, bon, ça ne vient plus. Parce que justement, tout le monde s'attendait que à ces rendez-vous-là, il y ait des annonces. Mais puisqu'on ne veut pas faire des annonces, puisque justement la seule annonce que les gens attendent le plus, c'est la libération des prisonniers. Même pas des détenus politiques forcément. À la veille, le chef a dit oui, je fais grâce pour un certain nombre de citoyens et qui ont eu maille à partir avec la justice à un moment donné. Et donc, pour des raisons politiques, il y a plus de on a fait un spectacle du chef de l'État qui recevait les meilleurs des examens, juste pour nous dire que l'école va bien, hein, que l'école est meilleure. C'est parce que... Mais c'était bien de les recevoir au Palais de la Marina. Oui, mais c'est pas cet événement-là que les Béninois attendaient. C'était pas qu'il y a d'autres autorités qui ont reçu les meilleurs des examens à d'autres moments dans la République. Je ne savais pas si cet événement-là... D'abord, tout le monde ne va pas à l'école. Hein? Tout le monde va à ces examens. Donc, je ne veux pas polémiquer à propos de la pertinence de recevoir les meilleurs examens ou pas. Et puis, à un moment donné, lui-même, il s'est rendu compte que de la méprise. Il a dit en réalité, il faut féliciter tous les élèves, même ceux qui ne sont pas là. Hein? Donc, ce n'est pas une fête des élèves, c'est une fête nationale. Et il n'y a pas que les élèves, il y a d'autres citoyens, il y a d'autres problèmes plus graves pour la nation. Et puis, son diagnostic de l'école va bien parce qu'il n'y a plus de grève. Et oui, c'est qu'il voulait lui-même se féliciter. Il l'a fait, il a réussi. Donc pour ça, je lui dis quand même chapeau. Je ne sais pas si ça a marché, mais quand même, il a pu faire. Merci à vous, Arim Choubadé, Paul Mayossou. Dites-nous, quel est l'intérêt des discours sur l'état de la nation à la veille de la célébration du 1er août? Mais écoutez, je crois que normalement les discours à la nation, tout discours à la nation, c'est le moment solennel pour le leader national de se mettre en communion avec son peuple, de dialoguer avec son peuple, de lui parler directement et de lui dire un certain nombre de choses que peut-être le peuple ne comprend pas. Ce n'est pas ce n'est pas un discours sur l'état de la nation, mais vraiment c'est un discours sur la communion entre les deux, le leader et le peuple, pour qu'on échange sur un certain nombre de choses. Vous avez compris que depuis un certain temps, moi, tout le monde se réjouit. Donc, vous rappelez que tous ceux qui sont passés, tout à l'heure, je l'ai dit, hein, ceux qui ont apprécié, ont dit qu'ils sont fiers d'être béninois. Ils attendent donc le jour de l'indépendance pour être fiers. Mais il faut quand même regarder les choses de façon critique. Et pour moi, dans dans l'intervention de Distel, on peut le remarquer. Distel, je ne sais pas si tu as déjà observé cela, mais la République, sous la rupture, n'inclut pas le peuple. La République, c'est une chose, et le peuple, c'est une autre chose. Et donc, ça se comprend que les gens viennent de Calavi et qu'on les bloque loin du théâtre des événements, parce que justement ce sont les invités, ce sont donc les républicains qui sont donc en train de faire leur fête. Et moi c'est ce que je constate, parce que... La fête aussi est délocalisée dans les contrées du pays. Non, cet événement est national. Cet événement est national, oui. Vraiment national. Et donc, tout ce qu'on fait dans dans chaque commune, dans chaque sous-préfecture ou préfecture, ça n'a pas le même saut. Ça n'a pas le même saut. On se retrouve d'abord tous ici, et après, chacun, dans son milieu, va décentraliser la fête. C'est cela. Mais je le dis sincèrement, ce n'est pas pour jeter de la pierre à quelqu'un, hein, mais dans la pratique, la République n'inclut pas le peuple. Depuis 2016, je veux dire. Et donc, c'est cela qui est constaté à travers le symbole du constat de Distel. Distel Amoussou, qu'est-ce qui peut justifier cette rupture avec cette tradition du côté du président Patrice Talon?
Non, il ne serait pas juste d'observer que c'est avec le président Patrice Talon que ça a commencé. Il ne serait pas juste. Quelques rappels? Déjà sous Boni Yahi, nous avons commencé par rétrécir un peu, nous avions déjà commencé par rétrécir un peu le volume, n'est-ce pas, des acteurs du défilé. Et qui ne vous échappe pas, hein, sous Kérékou, on avait des heures et des heures de défilé. Ça pouvait commencer à 10h et finir à 14h, à 15h. Et il y avait le match, la Coupe nationale, et donc il fallait courir pour aller au stade. Sous Boni Yahi, il a été question de... Le protocole d'État a voulu quand même alléger un peu les choses. Et ça s'est rétréci, et comme le constate le docteur Mario Essou, au niveau des acteurs défilants. Hein, donc le personnel, enfin le civil, le défilé civil a été écarté et on s'est focalisé sur le défilé militaire exclusivement. C'est un choix, c'est une option. Hein, maintenant, ce qu'il dit, non, moi je ne perçois pas la chose comme c'est une fête des républicains. J'espère qu'il n'est pas en train d'insinuer bloc républicain. Non, j'ai pas dit bloc d'État. Non, mais c'est vrai que je l'ai observé et je l'ai dit à l'entame de cette émission. Et par rapport au discours, à la veille? Discours qui serait attendu du chef de l'État. Oui. Alors, je me rappelle plus la législation en la matière. Je ne sais pas si c'est une obligation qui est faite au chef de l'État de présenter un discours le 1er août ou la veille du 1er août. Par contre, ce qui est constitutionnel et qui est une obligation, c'est le discours sur l'état de la nation en décembre. Alors, avec l'avènement du président Patrice Talon, il a revisité ce type de communication. Et il nous a offert des plateaux télé, il nous a offert des interviews avec la presse locale, il nous a offert des interviews avec la presse internationale. Dernièrement ou à l'avant-dernière fois, il a reçu, n'est-ce pas, nos compatriotes à besoins spécifiques dans son jardin. Et cette année, il reçoit les élèves méritants. Vous savez, en matière de communication, George Washington ne communiquait pas de la même manière que George Bush. Voyez-vous, chacun met sa personnalité dans la chose. Mais il faut reconnaître quelque chose. Se taire aussi, c'est communiquer. Se taire, c'est communiquer. Et moi, de ma posture, n'est-ce pas, de sachant de la chose, je dis la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une période suffisamment sensible pour que le président de la République continue à sortir sur tout. Et le docteur Paul-Marie Wessou et moi avions suggéré au président Patrice Talon de rester suffisamment en back-office. Voyez-vous. Ce qui est attendu des Béninois aujourd'hui n'est pas la libération des acteurs politiques en prison. Non. Qu'est-ce qui est attendu? Ce qui est attendu des Béninois aujourd'hui, c'est le discours social. C'est-à-dire, en d'autres C'est termes, le social. De nous dire pourquoi est-ce que cette détresse s'est généralisée dans le pays. De nous dire... malgré les programmes sociaux? S'il vous plaît, Oui, allez-y. lorsque vous me posez une question, laissez-moi faire mon développement. Sinon, Oui. vous charcutez mon argumentaire. De vous dire? De dire aux Béninois ce qui explique la détresse qui s'observe à tous les niveaux. Tout le monde est devenu mendiant. Chacun à son niveau. Les députés vont faire de la captation au niveau des cercles occultes pour venir faire la redistribution. Les ministres, pareil. Les hommes politiques, pareil. Les leaders, pareil. Et chacun est devenu mendiant par rapport à l'autre. Il capte et observez que chacun dans sa rue, pour peu que vous ayez une voiture ou que vos enfants fassent l'école privée, vous devenez la cible de ceux qui pensent, qui vous regardent autrement, estiment que c'est vous qui avez. Vous en avez. Voyez-vous? Alors, c'est ça le réel et vrai problème des Béninois aujourd'hui. Ce n'est pas la libération
des acteurs politiques. Ça, les démocrates peuvent faire ce combat-là, les partis de l'opposition peuvent faire ce combat et tout. Les politiciens, n'est-ce pas, peuvent faire ce combat. Mais le Béninois lambda, n'est-ce pas, c'est quelle solution l'État, le pays, la République lui apporte dans 2 mois, puisqu'il va devoir inscrire ses enfants à l'école. C'est ça, ce que vivent les Béninois aujourd'hui. Merci à vous, Distella Moussou. On vous aura compris. On va progresser un peu dans les échanges, parce qu'on a prévu d'autres sujets ce jour. On en a assez. Avant d'aborder la question liée à la sortie médiatique de l'ancien directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Rounéo, j'ai eu envie de vous questionner très rapidement sur le changement de date de la fête du Vaudou, Arimi Choubadé. Non, moi j'ai rien compris. J'ai rien compris. Il y avait une date. Je ne sais pas ce qu'on reprochait à cette date-là. Brutalement, on a introduit un débat sur, je crois, les afro-descendants. Et dans la foulée, on parle de... Je n'ai pas compris. Aujourd'hui, on dit, vous n'avez rien à voir. Je gouverne, et puis c'est tout. Ah, si peut-être on avait instauré un débat, on aurait pu faire ce débat-là, ici, peut-être sur ce plateau, avant que la décision soit prise. Peut-être que ceux qui voulaient prendre la décision pourraient s'inspirer des avis des uns et des autres. Sinon, je vois juste qu'on a fait un congé national de 4 jours à toute la nation béninoise qui part d'un jeudi, je sais pas, pour aller jusqu'au dimanche. En dehors de cette certitude que désormais vous pouvez vous programmer pour les congés de la fête du Vaudou dans l'année, en famille, puis là c'est que tout le monde est au repos. En dehors de ça, je ne sais pas, on me dit que les touristes ou des trucs de ce genre-là, je ne sais pas si c'est dans les pays où, en Tunisie, au Maroc, en Égypte, je ne sais pas si c'est en multipliant les jours fériés qu'ils ont pu attirer des touristes. Mais moi, quand on parle du tourisme au Bénin, et je quitte Cotonou, je vais même à l'embarcadère pour aller à Gambier. Je me perds. Entre ce qu'on voit, les fresques murales qu'on voit au palais avec les avenues, la perte de vue, tout ce qu'on fait voir, et ce que vous voyez là-bas, vous allez à l'Ada, je le dis toujours, on ne sait même pas là où est passée la statue de Toussaint Louverture. La place elle-même est un chantier depuis 2018. Pour 4 mois. À Bomé, À Bomé, c'est à Goro, chez moi, c'est la brousse. Nous n'allez pas au musée. Le musée lui-même est abandonné. Et donc, on parle de tourisme. Je ne sais pas si vous pouvez, on veut pousser un peu plus loin pour aller au musée à ciel ouvert de Parakou. Et donc, on veut amener les touristes où pratiquement, c'est juste pour la place de l'Amazone ou dans les couvents. Parce qu'on dit faire des vaudous. Je ne sais pas si désormais les couvents vont aménager des espaces touristes pour venir voir comment ils font les libations. Une question également, que pensez-vous de ceux qui estiment qu'avec ce changement de date, il y a un pan de l'histoire de l'ancien président du CFA de Denis Soglo qui vient d'être effacé? Non, ce n'est pas seulement l'histoire de Soglo. Vous voyez, PLM Alédio, on ne sait plus, c'est fini. On a rasé le domicile où Kérékou a passé toute sa vie pratiquement. Et désormais, à la place, c'est une seule personne qui a droit de visiter ces lieux-là pour y déposer j'aime pour le monument aux morts dans l'année, une fois dans l'année. Tout le reste de l'année, personne ne visite cet espace-là qu'on a aménagé à grand frère. Donc c'est pas seulement, bon, c'est vrai qu'on veut tout transformer à la gloire de celui qui est là aujourd'hui, qu'on dit c'est lui qui a fait fête de Vaudou, peut-être, je ne sais pas si c'est l'idée qui est derrière. Et il y a un débat sur les afro-descendants. Je ne sais pas si le plateau peut m'aider à comprendre ce qu'on appelle afro. Parce que moi, je me considère comme un afro-descendant. Parce que je descends d'un Africain. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez afro-descendant. À qui on a dédié oui. toute une loi. Si le plateau peut m'aider, déjà, non, c'est une digression, mais quand même, ça va partir des débats du moment. D'ici à côté de vous, peut-être il va vous apporter des clarifications. Voilà, donc je ne sais pas si c'est avoir été, comment on appelle, avoir perdu, c'est s'être retrouvé en Amérique. Qui fait de vous. Enfin, on donne la définition légale de ce qu'on appelle l'afro-descendant. Mais c'est à vous, Arimi Choubadé, Dr Marouissou, très rapidement sur le changement de date. Bon. Oui, en fait, c'est là où nous, on est un peu perturbé par la politique du président Talon. Je crois que, vous savez, nous sommes dans l'avant-dernière année.
c'est le dernier 1er août que le président, l'avant-dernier, pardon, 1er août que le président Talon a fêté. Et je crois savoir que quand on met quelque chose en place, une réforme en place, aucune réforme au monde, même aux États-Unis, ne se met en place et puis c'est un succès. Ce n'est pas possible. La réforme, quand elle est mise en place, il faut évaluer dans le temps sa mise en œuvre et voir quel est le succès de cette réforme qu'on a mise en place. Et ensuite, maintenant, apporter les correctifs nécessaires pour que la réforme puisse véritablement produire les fruits qu'on espérait en la mettant en place. Mais on est dans la 20e année et on est encore en train de faire des réformes. Je ne sais pas quoi, mais il y a tellement de réformes qui sont faites et qui produisent des résultats, ma foi, catastrophiques. Et moi, je pense qu'il faut s'occuper de ces réformes et de les des réformes telles que... Très rapidement. J'ai dit ici la dernière fois, les réformes de l'école, les réformes qu'on fait sur le système éducatif produisent des résultats catastrophiques dans le système. On peut recevoir les meilleurs la veille du 1er août pour dire que le système va bien ou qu'on ne fait plus de grève. On ne fait plus de grève en ce moment, mais allez lire les mémoires des étudiants en ce moment et prenez les mémoires des étudiants au moment où on faisait les grèves et vous allez voir le résultat, vous allez voir la différence. Donc la chose n'est pas de ne pas faire les grèves, mais la substance que la chose produit. Et c'est ce que quelqu'un disait. La qualité de la substance. Oui. La qualité de la substance. Oui. Il est important que l'on... Il y a, disons qu'on privilégie de plus en plus, et c'est ce qui se constate, l'esthétique de la chose, et on laisse la substance et la qualité donc de la substance, en faveur de l'esthétique. C'est beau, c'est bon, mais en réalité, la substance, vous constatez que la substance est pourrie et que la substance n'est pas bonne. Et donc, moi, je pense que si vous voulez d'autres réformes, la réforme du système partisan, je l'ai déjà dit, les nuages qui s'amoncellent dans notre ciel pour 2026, qui, vous avez vu déjà 2019, ce que ça a donné, 2020, 2021, vous avez vu ce que ça a donné. Mais maintenant, vous voyez, donc on a fait l'expérience de 2019, 2020, 2021, on ne s'est pas arrêté pour corriger les problèmes qui se sont posés pour qu'on ait ces élections catastrophiques que nous avons eues dans le pays. Mais maintenant, on a encore poussé le bouchon plus loin dans la réforme et on va encore avoir plus de difficultés en 2026. C'est ça, moi, ce qui me gêne un peu avec ce que nous appelons réforme. À cette date de l'exercice du pouvoir du président Talon, à cette date de sa gouvernance de l'État, il doit faire le point de toutes les réformes qui sont faites, corriger ce qui ne va pas, pour que à la sortie, donc en 2026, quand lui passe la main, les réformes qu'il a mises en place, que ces réformes produisent une meilleure société. Mais les réformes se produisent, les réformes sont belles et tout, mais c'est ça ce que Distel vient de décrire, la détresse. La détresse. Comment est-ce qu'on a un pays qui est beau et tout le monde est en détresse? Enfin, pas tout le monde, bien sûr. Il y a une certaine minorité. Et c'est ça le vrai problème des réformes du président Talon. C'est-à-dire qu'il y a une classe minoritaire qui se sent très à l'aise et puis toute la masse est dans la pauvreté. Merci à vous, Paul Maïressou. On vous aura compris, Distel Amoussou, sur la même interrogation liée à la législation qui consacre désormais 4 jours pour la célébration du Vaudou. Alors, j'avoue que je n'ai pas checké cette information-là. C'est vrai, j'ai entendu ça passer, j'ai vu quelques réactions. Je ne me suis vraiment pas intéressé à ça, je ne l'ai pas checké. Donc, vous m'excuserez si je m'éloigne de ce que vous attendez comme réflexion. Alors, ça fait partie des choses qui sont reprochées souvent au fonctionnement, n'est-ce pas, de mon gouvernement, du gouvernement que j'accompagne. On met tout le monde devant le fait accompli. Acteurs, proches, soutien, tout le monde se retrouve devant le fait accompli. Je suppose que c'est des techniciens qui réfléchissent
qui proposent, n'est-ce pas, ce type de réforme. Mais est-ce que nous sommes en train de construire les bases d'une vraie, véritable industrie touristique? La question est là. Qu'est-ce que nous voulons vendre? Et quand j'écoute Rémi, je ne perçois pas encore ce que nous voulons vendre. Au-delà des fresques. Le problème se pose. Est-ce qu'il faut continuer de faire des réformes jusqu'à la veille? Je dis oui. Mais c'est d'associer la réaction sociétale à l'intégration de ces réformes-là. Parce qu'aujourd'hui, des questions se posent. Et on retient plus les questions qui se posent autour du changement, je ne sais pas s'il y a changement de date, mais autour de ce nouveau calendrier qui est proposé pour la célébration. Il y a plus le 10 janvier désormais. Oui. Ça va se le faire. Deuxième vendredi. Donc ça va plus se faire les 10 janvier, c'est ça? Non, c'est le deuxième vendredi. C'est pas que le 10 janvier inclus dans le. Ça peut tomber sur le 10 janvier. Le deuxième vendredi de janvier peut être 10, mais c'est une date fluctuante. Ok, donc la notion de 10 janvier va disparaître. Alors c'est un choc qui va se produire au niveau de la société et qui se crée d'ailleurs. C'est un choc qui va se créer au niveau même des acteurs endogènes. Voyez-vous? Et il y a certains, j'en connais, certaines têtes couronnées, et ils programment déjà sur 10 janvier d'aller faire des libations la veille, le jour et clôturer le lendemain. Alors tout ça là donc va connaître un errement dans leur agenda et ça pose problème. Et voilà donc que certainement les acteurs n'ont pas été associés. Et voilà donc que la société n'a pas été interrogée. Et voilà donc que le tourisme qu'on veut mettre en avant n'a pas un socle perceptible. Et voilà que le problème va se poser au premier exercice déjà l'année prochaine. C'est-à-dire dans 6 mois, théoriquement, le problème va se poser parce qu'on va être début janvier, dernier, c'est pas un trimestre comme on le dit. Et voilà que ça va être des ratés. Et voilà que ça va rester l'une des dernières images qu'on va retenir du management du président Patrice Talon et de sa gouvernance. Non, et c'est pas reluisant. C'est pas reluisant. Je ne suis pas à la bonne position. Je ne suis pas à la bonne. Je voudrais apporter de l'eau au moulin de Distel. C'est-à-dire que cette réforme se fait, vous savez qu'il y a la semaine électorale. Oui, l'élection se trouve dans la même période. Coincé dans la même période, dans le même agenda. C'est ça, c'est pourquoi je dis faire les réformes, faire les faire sans revenir réfléchir là-dessus. Je crois, le président Patrice Talon, il est à l'écoute. Je crois que les cadres qui l'accompagnent dans ces marches sont en train écouter les uns les autres. Et je crois qu'il n'est pas une faute. Il n'y a pas de blâme lorsqu'on s'aperçoit qu'on s'est trompé et qu'on veuille corriger ou réajuster les choses. Aucune entreprise humaine n'est parfaite, n'est-ce pas? Donc aucune réforme ne saurait être parfaite. Il suffit de les mettre à l'épreuve du temps, de la pratique et de les polir. Merci à vous. Sur la longueur du temps. Voilà. Distel Amoussou, merci. Loin de faire un procès à Louis-Philippe Rondéon, je vais quand même recueillir votre opinion dessus parce que cela fait quand même couler beaucoup d'encre et de salive juste à l'apparition de cet entretien. Louis-Philippe Rondéon qui a effectué un entretien sur... il a parlé un peu des faits et événements. Arim Chouadé, vous avez suivi d'abord cet entretien? Ou tout au moins quelques capsules? Je l'ai suivi. Quelques capsules. Oui, j'ai suivi. Ce qui m'a intéressé, c'est son discours sur la réforme de la fusion. De la fusion entre la police et la gendarmerie. Oui, on a toujours parlé de ça sur le plateau. Peut-être que c'est celui qui doit le dire pour qu'on puisse mieux entendre qu'il a dit. Ne parlons pas de fusion, c'est la suppression de la gendarmerie. Puis on a vu que les commissariats de police ont continué à exister, mais les brigades de gendarmerie ont été supprimées, leur personnel reversé ailleurs. Et moi aussi, cette réforme-là me pose problème. Hein? Dans le passé, la gendarmerie, d'abord, c'est plus de 50 ans d'histoire pour le Bénin. Hein? Et c'était la première barrière
à nos frontières, en réalité. Les premières forces constituées de la défense à nos frontières, c'était la gendarmerie qu'on a supprimée du jour au lendemain. Supprimé, les brigades ont disparu avec le personnel. Sans être remplacé par un autre corps, parce que ce qu'on dit, garde nationale, quoi, c'est pas la même vocation. Il y a une fusion pour besoin d'unicité de commandement? Non, auparavant, il y avait les commissariats et il y avait les brigades de gendarmerie. Mais du jour au lendemain, les brigades de gendarmerie ont disparu. Mais les commissariats n'ont pas disparu, mais le personnel a été fusionné peut-être. Hein? J'ai pas compris. Quand vous prenez une zone comme Poga, quand vous enlevez la gendarmerie, c'est fini. Poga devient nu. Il n'y a plus rien. Il y a un poste avancé de commissariat. Enfin, je ne sais pas si maintenant il y a un vrai commissariat. Sinon, c'était un poste avancé juste pour les contrôles de formalités à la frontière. Mais la gendarmerie, c'était d'abord, c'était des militaires qui vivent dans la brousse avec leur famille tout le temps. Ah, c'est pas comme la police qui sont paramilitaires, qui ont des horaires du travail et tout ça. Et donc, sans oublier que nous sommes dans un environnement d'insécurité à nos frontières et que nous, on fait cette réforme-là sans tenir compte peut-être de la symétrie avec les autres forces. Si nous, chez nous, on ne va pas modifier tout, alors que là-bas, nous avons la même tradition de défense. N'oubliez pas que pour la plupart en dehors du Nigeria, nous avons été colonisés par le même colon, nous avons hérité des mêmes institutions, et puis nous, subitement, on fait des réformes. Alors qu'on parlait d'entraide, d'échange d'informations, tout ce qu'on sait, et naturellement, on ne peut pas dire que c'est à cause de ça qu'il y a le terrorisme, tout ce qu'on veut. Mais si, je suis persuadé que si la gendarmerie avait été maintenue, on serait mieux défendu que ça. On ne serait pas aujourd'hui dans ça là, on sourit d'un coin. où nous sommes obligés d'aller faire ce qu'ils appellent base opérationnelle avancée. Si vous voulez, les brigades de gendarmerie étaient déjà avancées parce que c'est pratiquement à toutes nos frontières qu'on avait des brigades de gendarmerie. Et ça a été démantelé. Oui, c'est vrai que lui a abordé d'autres aspects, mais pour moi, l'aspect fondamental, c'était de faire cette réforme-là justement pendant qu'on était en train de faire une lutte régionale contre le terrorisme et que nous devons faire ce genre de réforme qui, je ne dis pas déstabilise, mais par rapport à nos partenaires, ça va être compliqué à lire. Déjà, si nous, nationaux, n'arrivons pas à bien lire cette réforme, on ne dirait pas aux autres de comprendre ce qu'on est en train de faire. Et de là, pour qu'ils disent même que nous sommes en train de comploter contre eux, le pacte est vite franchi. Pendant le retour, dites-nous, est-ce que selon vous, cette sortie médiatique était opportune? Bon, moi, je me suis posé plusieurs questions. D'abord, Louis-Philippe Moudéguion, c'est ça, hein? Il a été directeur de la police nationale. Lui-même affirme que maintenant, il va parler. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir si il n'a pas, s'il ne parle pas parce que on l'a mis à la retraite forcée. Est-ce que c'est pour cela qu'il parle maintenant? Aussi, bon, si c'est pour cela qu'il parle, c'est une chose. Mais et donc ça m'a posé beaucoup de questions, mais il a dit quand même des choses sur lesquelles je crois qu'il faut qu'on pose le regard. Laquelle? Oui, la première des choses, c'est qu'il a affirmé de façon péremptoire qu'on n'a pas une politique de sécurité intérieure. On n'a pas une politique de sécurité intérieure. Et il a quand même donné quelques exemples de politique de sécurité intérieure, à savoir que la police, elle est soit communautaire, il a cité des pays pour ça, la police, elle est soit territoriale, il a aussi cité des pays pour ça, mais il a dit que notre police est restée une police disciplinaire. Et effectivement, le discours donc des panafricanistes, vous comprenez, revient, donc trouve son teint dans cela. Et cela explique donc un certain nombre de comportements de la police que nous constatons. Moi, j'ai été le premier à dire que la police, pour le port de casque, que j'étais étonné que la police soit en train d'essayer de discipliner les 5% qui étaient encore réfractaires
à l'ordre de porter le casque et que ça posait des problèmes, mais on a déjà une réussite, mais on gâte la réussite avec ce que nous avons. Alors, donc, dire qu'il n'y a pas une politique de sécurité intérieure, je crois qu'il a touché un point important, sensible, et il a révélé aussi que c'est surtout que les politiques n'entendent pas, n'écoutent pas les techniques au niveau donc de la question de la sécurité. Et cela est dangereux. Cela est dangereux parce que ce que ça donne, c'est que la police, vous voyez, l'opinion, il circule dans l'opinion que la police, elle est à la solde du président Talon. Donc la police est devenue une milice d'une personne. Mais ce qui n'est pas exact. Bon, ça peut ne pas être exact, mais s'il n'y a pas une politique qui, justement, structure tout cela, ben, ça donne l'impression son opinion à lui. Oui, mais c'est son opinion que nous commentons. Tout à fait. Et je crois quand même que c'est un acteur de premier plan du secteur qui parle. Donc, même s'il y a, il y a prendre ce qu'il dit avec pincette, il y a quand même une des vérités là-dedans. Qu'ils disent que la politique sécuritaire de notre pays est plutôt disciplinaire. Il n'a pas menti. Notre police a tendance tout le temps à matraquer, à taper, à réprimer. Et ça, est-ce que c'est un mensonge, ça là? C'est pas un mensonge. Donc, il y a la nécessité, et là, moi je veux saisir cela et indiquer aux partis politiques, puisque vous allez en parler plus tard, indiquer aux partis politiques que c'est justement ça qui est, c'est leur déficit là, c'est ça qui se ressent à ce niveau. Parce que c'est au niveau des partis politiques qu'on élabore les politiques. Chaque parti, sur la base des valeurs qui sont les siennes, sur la base de la philosophie qui est la sienne, définit une certaine politique. La politique donc de sécurité de notre pays. Mais donc le déficit au niveau de notre parti, de nos partis politiques, c'est ça. Vous voyez, ça rejaillit sur tout dans le pays, et donc on attribue à un individu toute la politique sécuritaire de notre pays. Merci. Et voilà la réalité. On vous a compris. Vous pouvez constater si bien sur le plateau, Aramis Choubadou nous a laissé pour des raisons indépendantes de sa volonté, de notre volonté également. On va poursuivre les échanges avec vous, Distel Amoussou. Vous avez suivi cet entretien, cette sortie médiatique de l'ancien directeur général de la police nationale. Selon vous, comment doit-on traiter les propos qui ont été tenus? Écoutez, en République du Bénin, la constitution de notre pays dit que c'est le chef de l'État, président de la République, qui définit et détermine la politique du pays. Donc la politique sécuritaire également. Mais il a été soutenu et accompagné par des forces politiques à travers les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. D'où j'aime bien l'interpellation, le questionnement du docteur Paul-Marie Ouessou. Quelle a été la part contributive comme réflexion des partis politiques qui ont des députés à l'Assemblée qui ont soutenu ou voté la loi sur la réforme de la police. Il faut s'interroger sur la question. Je crois que votre confrère OCFM a de la mémoire. Votre consoeur Rachidat Oussou m'a interrogé à plus de 4 fois sur le sujet au début de cette réforme-là. Je faisais partie de ceux qui disaient que c'était une très mauvaise réforme. Je prends le général Guidimin Célestin à témoin. Il était parfois mon contradicteur sur le sujet. Non, on ne peut pas, parce qu'on veut combattre la guerre des polices, et changer, déplacer le sujet et faire autre chose. On a parlé de la gendarmerie. Quelle était la relation communautaire des gendarmes avec la justice et la communauté? C'était des relais. Ils étaient très avancés. C'était eux qui étaient au fait et au contact des populations. Chez moi à Diakotomé, mes oncles, mes parents continuent de parler de la brigade de gendarmerie. S'il y a un sujet
de conflit, on dit il y a une brigade. Donc on va à la brigade. La notion commissariat n'est pas encore saisie par les miens. Accepté. Voyez-vous, on continue de parler de brigade. Et il en est de même à Parakou, vous allez à Tio, n'importe où. Les populations ont tendance à parler plus de brigade que de parler de commissariat. Il y a déjà ce problème sociologique. Voyez-vous. Bon, n'étant pas érudit de la question, je dis, la formule utilisée par le général Louis-Philippe Rounéon ne me plaît pas. Ne me plaît personnellement pas. Pourquoi? Il a participé à cette réforme. Même s'il estime que ce n'est pas ce qu'il a proposé qui a été exactement dupliqué, il est acteur de cette réforme. Il ne peut pas venir aujourd'hui jeter la pierre à cette réforme par derrière, même si, n'est-ce pas, ce que lui, seul, l'Institut Personnel pensait, n'a pas été fait. Il a le devoir de réserve, surtout en parlant de la question sécuritaire. Il continue de disposer en tant qu'ancien ou retraité, tout ce qu'on peut dire, ou même citoyen lambda, il continue de disposer des canaux appropriés pour remonter ces griefs techniques. Ces griefs techniques. Maintenant, sur sa position politique ou ses griefs politiques, c'est un citoyen libre qui peut s'exprimer comme il l'entend. Et sur la question, ma position était connue avant Louis-Philippe Rounéon. Je ne suis pas pour ce qui s'est fait là. Je l'ai dit en son temps. Est-ce que Philippe a le droit d'en parler aujourd'hui, qu'il a été retraité de force? Sa posture projette plutôt, n'est-ce pas, l'image d'un aigri, quelqu'un qui est dans l'erreur et dans l'aigreur parce que il y a eu ci, il y a eu ça. Il dit que ses ayants droit vont le rétablir, général 5 étoiles. Sa personne s'est mêlée, n'est-ce pas, au discours technique de l'expert qu'il est. C'est un expert. C'est un expert. Indubitablement. C'est indéniable. C'est indéniable. C'est un expert. C'est un érudit de la question. D'accord? Mais il a fait un mélange communicationnel de sa posture, de sa personne, de ses ambitions politiques affichées. Et puis, du coup, son discours me paraît lourd. Et il faut vraiment un bon tamis pour décanter la part politique, la part de la douleur personnelle qu'il a en lui, qui le ronge, et puis la part du technicien qui parle de sujet, d'une matière qu'il maîtrise. Voyez-vous. D'ici là, Moussa a parlé de quelque chose très, je le prends dans sa chute là, qui parle d'une douleur personnelle. Est-ce que vous avez noté cela également, comme bien d'autres internautes qui ont estimé qu'il y avait quand même une volonté de ressasser quand même l'amertume profonde? Non, je ne veux pas faire comme les soutiens de talent. Ça, c'est une pierre dans mon jardin. Je ne veux pas faire comme les soutiens de talent qui, dès que vous parlez de talent, pensent que vous êtes contre talent. Okay, ou dès que vous parlez des réformes. C'est pas ce que j'ai fait. C'est pas ce que j'ai fait. Non, c'est pas ce que Distel a fait. Je comprends bien. Mais lorsqu'on a abordé ce sujet, est-ce qu'on doit occulter le passé entre Louis-Philippe Rounéon et Patrice Talon? Oui, il faut l'occulter. Vous savez, je ne sais plus, j'ai oublié son nom. Et il est sorti de l'administration de Trump et juste après, il a écrit Fire and Fury. Fire and Fury, c'est-à-dire il décrit l'administration de Trump comme étant une administration de dictature où le président exerce le fire and fury. Vous voyez à peu près. Mais, la fureur du feu. Oui. Quand vous avez fait une administration que vous n'êtes plus dedans, vous sortez de là, vous êtes libre de vous exprimer. Et donc, on ne s'en prend pas à la personne parce que, bon, il le dit parce que lui, il est parti, on l'a renvoyé ou bien on lui a fait quelque chose. Il a dit à démêler ce qui est technique dans ce qu'il dit. Et regardez de près ce qui est technique dans ce qu'il dit. Parce que ce qui est important, les querelles de personnes, nous, on n'en fait pas grand.
on ne donne pas grande importance à ça. Mais ce qui est important, c'est les choses techniques qui sont dans ce qu'il dit et qui peuvent nous faire avancer, effectivement. Qu'ils disent qu'il n'y a pas une politique sécuritaire et que la politique sécuritaire, donc s'il n'y a pas une politique sécuritaire, la politique sécuritaire dépend du président de la République, comme il est dit que c'est le président de la République qui défend. Mais en fait... Qui définit. Mais en fait, Distel se contredit. C'est ce que dit la Constitution. Oui, mais c'est ce que dit la Constitution. Mais la dernière fois, qu'est-ce qu'il nous a dit? Les partis politiques doivent être forts, n'est-ce pas? Mais c'est les partis qui définissent les politiques. L'individu en réalité. Non, c'est-à-dire que les partis peuvent influencer un de leurs militants qui devient président de la République et à qui la Constitution confère le droit et le pouvoir de définition de la politique globale de l'État. Non, quand l'individu est dans l'exercice du pouvoir, la variante de politique qui est mise en œuvre est définie par lui. Sinon, mais ayant comme source, n'est-ce pas, de réflexion de son parti. Voilà. On s'entend, c'est la même chose. Politique qui vient de son parti. Ben, c'est tout. Maintenant, la variante peut dépendre de lui, particulièrement de sa personne. Mais ça doit être ancré dans la philosophie du parti. On parle de sécurité. La question est assez névralgique. Oui, mais c'est ce que nous disons. On parle de sécurité. Est-ce qu'il fallait en parler comme ça? Parler comme le général. Là, il ne s'agit pas d'un général ordinaire, il s'agit d'un ancien directeur général de la police nationale. Oui, non, est-ce qu'il fallait parler comme il l'a parlé? Moi, je ne sais pas pourquoi on veut donner à chacun une certaine chemise à porter. Il est libre, c'est sa personnalité. Vous pouvez le juger, vous pouvez l'injurier. Il a dit ce qu'il a dit. Vous ne pouvez pas changer ça. Mais ce qui est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir voir ce qui est utile dans ce qu'il a dit et qui nous permet, nous tous, d'aller de l'avant. Parce que ce qu'il a dit, quoi qu'il en soit, le président Talon ne sera plus au pouvoir d'ici 2026, n'est-ce pas? Et Distel a dit, lui-même n'était pas d'accord avec cette réforme. Et c'est ce que nous disons, qu'il faut revoir les réformes, Distel, justement. Revoir les réformes. Les parfaits. Rappelez-moi pour conclure avec ce sujet. Pardon? Rappelez-moi avec ce sujet pour conclure. Oui, et les réformes, je rebondis sur les réformes. Les réformes, je l'ai dit et je le dis partout, c'est des réformes qui sont perfectibles. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite. Il appartiendra aux partis politiques, aux chapelles politiques, au fil du temps, n'est-ce pas, de regarder ces réformes-là en fonction de leur prisme sociologique, idéologique et de leur vision. Mais il ne suffira pas de venir dire balayons toutes les réformes. Non, il faudrait que ces réformes-là deviennent le socle du développement du Bénin. Et on pourra les parfaire par endroits, n'est-ce pas, les polis sur la durée. D'où, n'est-ce pas, le combat qui doit être celui de tous les Béninois par rapport à la réalité de la réforme du système partisan, par rapport au bon fonctionnement des partis politiques qui doivent se déterminer par rapport à leur idéologie, leur vision, leur fonctionnement, et que la démocratie s'incruste désormais dans le fonctionnement des partis politiques. Qu'on arrête de coopter les responsables des instances des partis politiques. Cela s'observe également au niveau des démocrates. Cela s'observe au niveau de l'UP Le Renouveau. Cela s'observe au niveau du bloc républicain. Il faut que les partis au Bénin deviennent de réels partis politiques. Ce n'est que comme ça que celui qui aura la chance de prendre la clé de la marina demain ou après 2026 soit un produit de partis politiques, donc porteur de l'idéologie, de la vision d'une chapelle politique. Voyez-vous. Merci à vous, Distel Moussou. Vous n'avez plus voulu rien dire sur Louis-Philippe Rondeyon. Nous sommes pris par le temps. Mais tout à l'heure, lorsque vous en parlez, comme je l'annonçais dans le sommaire, on dira quand même un petit mot, parce que cette semaine, dans la une des journaux, on a noté certaines communications à la une de quelques parutions où les partis politiques réclamaient à ce qu'au sein des formations politiques, on puisse organiser les primaires et que cela se passe sans aucune pression externe. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr. Paul Maïoussou?
Je ne sais pas qui sont ceux qui... Les instigateurs de cela. Je ne sais pas qui sont ceux qui réclament ça dans les partis politiques, mais ils réclament ce qui devrait être fait. Ce qui devrait être fait. Et ils réclament ce qui devrait être fait, mais ce que nous constatons, et c'est en cela que je ne suis pas tout à fait d'accord qu'on doit attendre que le président Talon s'en aille avant de faire l'évaluation des réformes mises en œuvre et de corriger ce qui a à corriger. C'est que il est important que les personnalités qui tiennent les fils dans les partis politiques lâchent les fils. Parce que si, je le dis, c'est pour le bien autant du président Talon que pour nous tous. Parce que, vous savez, si le président Talon continue de mettre la main forte sur les partis, comme ça a été le cas jusque-là, je crois même que le Bloc républicain aussi la main forte là-bas, et la main forte à l'UPR, s'il continue de mettre... Elle n'est pas forte au niveau des démocrates? La main aussi est forte au niveau des démocrates, c'est parce qu'aujourd'hui, vous savez que le président Yahi Boni est le centre de tout. L'épicentre. Voilà, chez les démocrates. Donc, et c'est pourquoi je dis, c'est dans tous les partis politiques. Si ces personnalités continuent de garder les mains fortes comme ça sur les partis, vous savez, en politique, tout change. Hein. Il y a une semaine, Donald Trump était parti gagnant. Hein. Il était parti gagnant. Et vous voyez aujourd'hui, tous les sondages disent que comment il s'appelle maintenant, Kamala Harris qui va remporter les... Non, vous allez mettre la main forte sur un parti, mais quand vous serez parti et que ceux qui viendront verront leurs intérêts contre vos intérêts, vous allez commencer à avoir des problèmes. Et alors que s'il y avait de la démocratie au sein des partis, les partis sont l'espace où le président reçoit d'abord les premiers freins à l'expansion de son pouvoir, parce que l'expansion de son pouvoir, les politiques qu'il met en œuvre sont d'abord et avant tout définies par le parti. Et je l'ai dit par ailleurs. Vous savez, le parti républicain aux États-Unis, si vous regardez le programme de société de Donald Trump aujourd'hui, c'est 929 pages. 929 pages. Vous comprenez? 929 pages, c'est la vie de la nation qui y est décrite. Mais ici, chez nous, où est le projet de société de l'UPR? Ils en ont, pour rapprocher d'eux, et ils vous donneront le programme attendez, le programme d'un parti politique n'est pas un truc secret qu'on garde chez soi. Ah, mais c'est parce que c'est tout ce qui fait que vous pouvez on n'a pas besoin d'aller chercher. Ce programme vient aux populations. Gisèle Amoussou, comme je disais tout à l'heure, nous sommes un peu pris par le temps. Il y a la régie qui fait signe. Oui, je dirais sur le sujet. Est-ce que vous avez lu cela aussi dans la presse? Je dirais sur le sujet que ce qui s'amorce là, c'est le choc des lobbies et le début de la guerre des choses dans l'ombre. Et d'ici à là, c'est l'hégémonie, n'est-ce pas, du leadership du président Patrice Talon sur les acteurs politiques. C'est la main forte, telle que le décrivait le docteur Paul-Marie Wessou. C'est le pouvoir même, l'autorité plutôt. C'est l'autorité du leader Patrice Talon. Je ne dis pas président de la République. C'est l'autorité du leader incontesté, incontestable de la mouvance présidentielle qui va prendre un coup de frein. Le souhait, c'est qu'il ne soit pas brutal. Car la guerre, le choc des lobbies, la guerre des choses dans l'ombre va imposer à la démarche du leader de la mouvance présidentielle de céder un pan important de son hégémonie à la réalité militante au sein des partis politiques qui le soutiennent. Et c'est ce qui se dessine. Que cela s'appelle primaire, que cela s'appelle volonté des militants à la base, quelle que soit la camisole qu'on va lui porter, écoutez, la démocratie
va se faire entendre au sein des partis politiques. On m'a dit que je rêve en pensant comme ça, et je réplique à celui qui pense que je rêve, que je crois, que j'ai une forte conviction, j'ai la faiblesse de continuer de croire que c'est ce qui va se passer dans les tout prochains jours. Merci à vous, Distel Amoussou. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes consultant média communication, analyste chroniqueur politique, président directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Vous étiez à vos côtés, il y avait Arimé Choubadé qui nous a quitté en raison d'un impératif. Merci à lui quand même d'être venu, d'avoir honoré ce rendez-vous. Merci à vous, Paul Maïrousseau, d'avoir accepté l'invitation et d'être venu pour ce moment d'échange et de partage. Merci à vous, chers amis internautes, sans qui nous ne sommes rien. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. C'était Info Hebdo de ce 3 août 2024. Prenez le rendez-vous demain de l'invité. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.